Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Près de 10 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président à Madagascar pour le deuxième tour de l'élection présidentielle ce mercredi. Le duel a opposé Marc Ravalomanana et Andrade Joël, tous les deux anciens présidents. Au Soudan du Sud, les Nations Unies mettent en place un tribunal itinérant dans le nord du pays. Ce nouveau système judiciaire vise à organiser rapidement des procès dans les zones les plus éloignées du pays. Et puis retour sur la première compétition de jeux vidéo en Afrique qui a eu lieu à Casablanca au Maroc. Ce tournoi qui s'est déroulé le 16 décembre dernier a été remporté par l'équipe tunisienne. À Madagascar, 10 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi 19 décembre pour élire leur futur président. Un duel entre deux anciens présidents. Il s'agit de Marc Ravalomanana et Andrade Joël. Le taux de participation reste déterminant pour cette élection qui s'est tenue dans le calme mais également marquée par une plus faible mobilisation. Corinne Comdem. Les électeurs malgaches se sont rendus aux urnes ce mercredi 19 décembre dans le cadre du second tour de la présidentielle afin de déterminer qui deviendra le prochain dirigeant de l'île. Une affiche plutôt cocasse. En effet, l'ex-président malgache Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, l'homme qui l'a renversé lors d'un coup d'État en 2009, sont au coude à coude pour la magistrature suprême. Marc Ravalomanana est à son quasi maximum puisqu'il a une clientèle socle. Et que Andrade Joël, qui est très présent dans les quartiers populaires et sur la côte, a encore des marges de progression. Donc disons que mécaniquement, Andrade Joël part avec moins de handicap. Le taux de participation va être déterminant. Pour rappel, en novembre, lors du premier tour, 45% des électeurs n'ont pas voté. Ce mercredi midi, le chef de la mission d'observation de l'Union européenne confirmait sur l'ensemble du territoire que la participation est en baisse de 3 à 4% par rapport au premier tour. Les gens sont assez désabusés, puis il y a beaucoup de gens qui sont analphabètes, des gens qui ne savent même pas qu'il y a des élections, des gens qui ne sont pas allés chercher leur carte d'électeur au Fouctan, des gens qui ne sont pas du tout intéressés. Voilà, donc tout ça fait une faible participation par rapport aux enjeux, qui sont des enjeux importants pour Madagascar des 5 ou 10 prochaines années. Madagascar a tenu sa dernière élection en 2013 et espère que ce sera son deuxième vote pacifique après le bouleversement de 2009. Les résultats provisoires de ce deuxième tour sont attendus le 1er janvier 2019. Les résultats définitifs devraient être proclamés par la Haute Cour constitutionnelle le 8 janvier. Un scrutin présidentiel se tient également en République démocratique du Congo dimanche 23 décembre à 4 jours de l'élection. La campagne électorale se poursuit. Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de la majorité, était dans le Grand Kasaï avant un dernier rassemblement prévu ce vendredi, dernier jour de la campagne électorale. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, poursuit sa campagne pour la présidentielle du 23 décembre. Revenu de Goma ce lundi, le candidat numéro 13 s'est envolé pour Kananga dans la province du Kasaï. À 4 jours de la clôture de la campagne, le dauphin du président Kabila a déjà parcouru 16 provinces. Aujourd'hui, il a fait l'ancienne province du Katanga. Il a fait également l'ancienne province de l'Équateur. Il a fait tout l'Est de la République. Vous avez vu, c'est un succès. Il est allé jusque dans les Congos profonds à la rencontre de nos compatriotes parce qu'il les considère. L'objectif poursuivi par la famille politique du chef de l'État est de voir Emmanuel Ramazani Shadari remporter la présidentielle d'une part et avoir la majorité pour diriger le pays au cours des 5 prochaines années. Avec un programme basé sur la restauration de l'autorité de l'État, le candidat numéro 13 est parmi les 3 challengers de ces scrutins. Il s'est attelé sur les promesses de campagne qui sont axées sur les 4 axes de son programme, notamment la restauration d'un état de droit et sur les axes économiques. Il a promis de diversifier notre économie. Emmanuel Ramazani Shadari va s'adresser aux militants et sympathisants de la capitale du Front commun pour le Congo le vendredi 21 décembre. Ce sera son dernier meeting électoral dans le contexte où, à la même date, se clôture la campagne électorale qui a été lancée le 22 novembre dernier.
Vers le rétablissement du système judiciaire dans le nord du Soudan du Sud, un tribunal itinérant soutenu par les Nations Unies a commencé à tenir des procès dans la ville de Bentiu. Ce nouveau système judiciaire devrait permettre aux accusés d'être jugés plus rapidement. Aïssatou Bari et Ange Bijounomignon. Pour la première fois depuis plus de 4 ans, la ville de Bentiu, dans le nord du Sud-Soudan, s'est dotée d'un tribunal itinérant initié par les Nations Unies. C'est dans cet ancien bâtiment rénové avec l'aide d'une unité de soldats de la mission des Nations Unies au Sud-Soudan que vont se tenir les procès. Cette procédure judiciaire va permettre à 27 suspects qui attendent depuis plus d'1 an d'être jugés. Nous travaillons sur un système judiciaire pour que les accusés puissent être jugés rapidement. Ils devraient soit être inculpés, soit être libérés s'ils n'ont pas commis de crime. Personne ne devrait être condamné sans être jugé. Sinon, ça reviendra à dire que la justice a été remise à plus tard, mais avec le rétablissement des tribunaux et les avocats pour assurer la défense conformément à la loi, c'est une bonne chose et cela m'encourage à aller de l'avant. Selon Médecins sans frontières, au cours d'une vague de violence de 10 jours dans la ville de Bentiu, des hommes armés avaient violé 125 femmes. Les victimes se sont déjà manifestées. Elles espèrent que les enquêtes en cours leur permettront d'obtenir justice. Il y a des endroits, y compris Bentiu, où l'administration ne peut pas faire appel à un juge, car il n'y a même pas de lieu de séjour, pas de palais de justice, pas d'équipement pour la salle d'audience, ni même de policiers pour assurer la sécurité. Ainsi, tout cela a empêché l'administration de faire son travail et rendre justice aux victimes. La guerre civile au Soudan du Sud a tué près de 400 000 personnes depuis 2013, selon les dernières estimations. Pour l'ONU, le gouvernement et la communauté internationale sont dans l'obligation d'assurer la justice dans le pays afin que les responsables de ces violences rendent des comptes et que leurs crimes ne restent pas impunis. C'est une première pour le Cap-Vert, l'organisation à Paris d'un forum sur les investissements dans ces îles situées au large du Sénégal. C'était ce mardi 18 décembre dans la capitale française. L'État insulaire, qui est régulièrement cité comme un exemple de démocratie, affiche ainsi sa volonté de renforcer la place du secteur privé dans l'économie du pays. Sharon Camara. Renforcer les investissements pour favoriser le développement de l'économie nationale, c'est la mission que s'est fixée le Cap-Vert et c'est dans ce cadre qu'un forum a été organisé le 12 décembre 2018 à Paris afin d'attirer des investisseurs, une grande première pour l'État insulaire qui a réussi à obtenir des promesses d'investissement estimées à 850 millions d'euros. Tout d'abord, c'était une opportunité pour le Cap-Vert de rassembler tous nos partenaires, à la fois de la coopération bilatérale, mais aussi de la coopération multilatérale. Et un résultat très positif, on a réussi à mobiliser un peu plus de 800 millions d'euros pour le développement de notre pays. On a présenté un plan stratégique de développement durable de notre pays pour la période 2017-2021. Et le fait qu'il y ait eu un engagement fort, clair de nos partenaires est quelque chose qui nous a profondément rendu, si vous préférez, contents. Parmi les principales destinations touristiques en Afrique, le Cap-Vert veut accélérer sa croissance en ne comptant pas seulement sur ce secteur qui représente 25% de son PIB. L'État insulaire a enregistré une croissance économique de son PIB qui est passée de 1% en 2015 à 4% en 2017. L'importance, comme je vous ai dit, c'était de rassembler nos partenaires, passer un message de confiance pour les investisseurs. Nous avons de plus en plus d'investisseurs qui choisissent le Cap-Vert pour investir dans le tourisme, dans les énergies renouvelables. On veut transformer notre pays dans une immense plateforme de prestation de services au niveau international. Le Cap-Vert veut également profiter de sa position géographique pour être un lien stratégique entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique dans différents secteurs économiques. Le gouvernement envisage également de développer l'économie bleue. À travers ces nouvelles opportunités d'investissement, les autorités ambitionnent de favoriser la création d'emplois et la croissance économique. Des projets qui seront réalisés de manière à garantir l'utilisation durable des ressources océaniques en assurant un développement économique, social et environnemental stable à long terme. Dans le reste de l'actualité, les gamins africains étaient à l'honneur à Casablanca au Maroc le 16 décembre. La première compétition de e-sport, le sport électronique, a réuni des joueurs réguliers de jeux sur ordinateur ou sur console venant de 7 pays africains. Un tournoi qui s'est clôturé sur une victoire en finale de l'équipe tunisienne. Plus de détails avec Gladys Mwamba.
Première compétition de jeux vidéo en Afrique dénommée ISWC Africa a été organisée le 16 décembre à Casablanca au Maroc. Un événement organisé en partenariat avec le pionnier des compétitions gaming dans le monde, eSport World Convention. Des gamers de 7 pays africains se sont affrontés sur l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, Counter-Strike, un événement grand public qui a rassemblé près de 100 000 personnes selon les organisateurs. Dans cet événement, on a voulu que ça soit ouvert au public, à toutes les tranches d'âge. Les gens sont venus nombreux, on était agréablement surpris. Ils sont venus en famille pour passer un bon moment de partage, de divertissement, de découverte. À l'initiative de Inouï, le deuxième opérateur de télécommunications marocain, cette compétition régionale s'est déroulée pendant l'Africa Gaming Fest. Après des semaines de compétition, le tournoi s'est achevé sur le sacre de l'équipe tunisienne Limitless GG, qui en plus de son titre de champion d'Afrique, a perçu la somme de 7 000 $. La compétition, franchement, l'événement en général, globalement, il était assez impressionnant vu que c'est pas tous les jours qu'on a des tournois en LAN, ça veut dire en réel. On doit faire le déplacement, tout ça. Bien sûr, ça n'a pas été parfait pour les transports, tout ça, mais c'est normal, c'est une première. C'est déjà très bien. Encore peu exploité en Afrique, l'e-sport est l'un des marchés à plus forte croissance dans le monde. Près de 30% des Africains âgés entre 18 et 24 ans seraient adeptes du sport électronique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.